Merci d'être avec nous sur BFM TV. Notre édition spéciale se poursuit consacrée à la guerre en Ukraine. 59e jour de conflit. Les forces russes se concentrent sur le Donbass et sur le sud du pays. Moscou vise là-bas le contrôle total. Les bombardements s'intensifient de jour en jour. La résistance tient toujours à Mariupol. La ville est presque intégralement aux mains de l'armée russe, mais près de 2000 soldats restent retranchés dans les souterrains de l'usine Azovstal avec quelques centaines de civils. Nous serons en direct avec le maire adjoint de la ville et il connaît très bien le site. L'armée française a diffusé une vidéo où des mercenaires russes du groupe Wagner enterreraient des corps au Mali. Objectif, accuser la France d'être à l'origine d'un charnier avec son retrait de la base de Gossi dans le nord du pays. Et puis J-1 avant le deuxième tour de la présidentielle dans l'Hexagone. Outre-mer, les électeurs ont déjà commencé à voter. En métropole, les files d'attente restent encore fournies. Ce samedi, pour les dernières procurations, près de 49 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes pour choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Journée spéciale à suivre sur BFM TV dès demain 6h. Cela fait quasiment 2 mois que la guerre a commencé en Ukraine. La stratégie russe est désormais orientée vers le Donbass et vers le sud du pays. Maxime Brandstetter, vous êtes à Zaporijjia pour BFM TV. Vous êtes près du front sud. À quoi ressemble la vie près du front, Maxime ? Eh bien, c'est très simple. Plus on va au sud de Zaporijjia, plus on approche du front, plus la vie est compliquée. Déjà, on le constate sur la route. Plus on avance, moins on croise de civils, de plus en plus de militaires, de chars, de camions de l'armée. Et plus on avance, plus on commence à voir des bâtiments détruits, des impacts d'obus. On est allé jusqu'à Orekiv, qui est la dernière ville juste avant la ligne de front. Et là, on a vu des champs entiers où il y a quasiment un trou d'obus tous les 5 mètres, où la vie est de plus en plus compliquée. Il y a de moins en moins d'habitants là-bas, mais il y en a quand même quelques-uns qu'on a pu rencontrer, avec qui on a pu discuter. Et ce qui nous a frappé pendant ce reportage, c'est à quel point la vie est étrange. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui jardinent normalement, qui s'occupent de leur jardin. On a vu même un enfant qui jouait dans sa cour. Ils vivent quasiment normalement, et de temps en temps on voit dans leur jardin un immense trou d'obus qui est tombé il y a quelques jours et qui parfois surprend les habitants, surtout que les tirs d'obus, ils ne sont pas tirés que sur le front, ils sont tirés aussi en arrière sur ces villages. On l'a constaté, on était en train de revenir, on discutait tranquillement avec des habitants dans un lotissement quand un obus est tombé à côté de nous et qu'on a dû partir très vite. Voilà, de temps en temps il y a de l'accalmie et de temps en temps on ne sait pas pourquoi ça se met à tirer et la vie de ces habitants est très compliquée. Maxime, Zaporijjia, c'est aussi la ville par laquelle transitent de nombreux Ukrainiens réfugiés. Un nouveau convoi humanitaire doit d'ailleurs arriver de Mariupol aujourd'hui. Oui, alors pour ça, on a malheureusement une mauvaise nouvelle. On vient d'avoir le chef de l'administration régionale de Mariupol, qui est ici à Zaporijjia, et c'est lui qui coordonne ces convois. On vient de l'avoir au téléphone et il nous dit le convoi est annulé, aucun convoi n'arrivera aujourd'hui. Ce matin, apparemment, ils avaient négocié avec les Russes que 10 puis 6 bus partent de Mariupol pour amener des réfugiés. Les Russes ont annulé, ils n'ont pas donné de raison. Donc encore un jour sans qu'aucun réfugié n'arrive. Pour vous dire, ça fait 3 jours normalement que ce convoi, que ce couloir vert est ouvert. Et pourtant, on a essayé plusieurs fois de suivre des bus. Alors une fois, ils n'ont pas pu avancer parce qu'il y avait des combats devant. Et au final, au total, sur 3 jours, on nous promettait une capacité de 5 à 6 000 réfugiés par jour avec 90 bus. Et finalement, sur 3 jours, il n'y a qu'une fois où des bus sont arrivés. Il n'y en avait que 3 et 79 personnes. Alors qu'il reste encore beaucoup de civils à Mariupol. Merci beaucoup Maxime Brandstetter à Zaporijjia pour BFM TV avec Frédéric Leclérimov. Nous reparlerons de Mariupol dans un instant avec le maire adjoint de Mariupol qui sera en direct avec nous et donc avec cette évacuation humanitaire malheureusement qui ne peut à nouveau être organisée aujourd'hui. Bonjour Patrick Martin-Genier, merci d'être avec nous, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Pour revenir à cette situation dans le Donbass, comment l'armée russe progresse-t-elle dans le Donbass ? Écoutez, elle progresse très difficilement malgré les recrutements supplémentaires de militaires, les difficultés logistiques, car il continue à rencontrer une très grande résistance sur place. Et vous avez vu que ça fonctionne selon un système de propagande, c'est-à-dire qu'ils disent avoir pris la ville. En réalité, et du côté ukrainien, on dit le contraire. Donc en réalité, il y a des combats de rue et il n'est pas encore aujourd'hui établi, comme l'a dit d'ailleurs le président des États-Unis, qu'ils aient pris la totalité de la ville. Alors que l'on sait qu'il
il souhaiterait pouvoir organiser un mini-défilé de victoire à Mariupol, dans les ruines, avant le 9 mai, qui sera le jour de la fête nationale. Il y a beaucoup de combats, et vous avez vu que dans l'usine Azovstal, d'ailleurs, ils n'osent même pas y entrer, tellement il y a de tunnels que c'est compliqué et que c'est dangereux pour les troupes russes. Donc l'ordre a été donné, et on l'a vu hier soir, par Vladimir Poutine, à son ministre de la Défense, d'encercler ce complexe métallurgique sans pour autant être en situation de le prendre d'assaut. Alors, comment est-ce que ça va se passer après ces annonces de la Russie, tout de même, donc, qui dit qu'elle va se concentrer sur l'Est, mais aussi sur le Sud? Est-ce que, matériellement, elle a les moyens de le faire? Alors, c'est l'objectif qui a été de nouveau réaffirmé par le ministre de la Défense, mais manifestement, ils n'en ont pas les moyens matériels, logistiques, militaires. L'objectif, comme cela a été dit encore par un haut gradé russe hier, était de relier tout l'Est de l'Ukraine, Mariupol, en passant par le Sud, et également et faire un couloir qui pourrait leur permettre de rejoindre directement la Géorgie et donc la Transnistrie. Car c'est bien l'objectif, c'est de conquérir tout le Sud et le Sud-Est en passant par Odessa. Mais on sait qu'à Odessa, ils sont aujourd'hui dans l'incapacité de maîtriser ce port. Donc ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions stratégiques et militaires, et c'est bien la difficulté aujourd'hui pour Vladimir Poutine. Vous restez avec nous, Patrick Martin-Genier. On voit ces images de Mariupol. Nous sommes en direct avec le maire adjoint de Mariupol. Bonjour, merci d'être avec nous, Sergueï Orlov. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur cette information que nous donnait il y a quelques instants Maxime Brandstetter sur cette évacuation humanitaire qui ne peut malheureusement pas avoir lieu aujourd'hui depuis Mariupol. Vous nous le confirmez ? Je vous confirme cette information. Bonjour. Évacuation ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Il est impossible aujourd'hui. Et les contacts que nous avons avec la Russie, avec la partie russe, on ne peut plus les recontacter, mais nous voulons vous confirmer en même temps. Les Russes, ils continuent à déporter nos habitants vers la Russie et le territoire autoproclamé. Donc ils n'autorisent pas l'évacuation pour passer au territoire contrôlé sous l'Ukrainienne, mais en même temps, ils continuent à déporter les Ukrainiens vers la Russie. Vous nous annoncez donc que ces civils, les seuls qui peuvent échapper de cette ville de Mariupol, sont déportés de force vers la Russie. Par ailleurs, vous avez découvert de nouvelles fosses communes. Quelle est la situation actuellement à Mariupol? On avait vu déjà hier, par vue aérienne satellitaire, qu'il y avait des fosses communes qui avaient été creusées, mais il y en aurait de nouvelles. Donc il faut séparer ces questions, évidemment. Concernant les déportations et expulsions, nous confirmons que la Russie continue à déporter d'une manière obligée, forcée, depuis quelques semaines déjà. Et par jour aujourd'hui, nous considérons qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui sont déportées. Nous pensons que c'est un crime de guerre, c'est le génocide, c'est la destruction des Ukrainiens en tant que nation. Et justement, ce que fait Staline à l'époque soviétique, quand il a déporté tous les peuples. Aujourd'hui, nous avons trouvé une information qu'il y a 306 habitants de Mariupol. Ils sont envoyés à Nakhodka, donc en Sibérie. Donc, il y a 700 habitants aussi étaient aussi expulsés en Russie. Donc, ils nous envoient dans les régions dépressives, très éloignées. Sur la question des fosses communes, combien de nouvelles fosses communes avez-vous découvert? Regardez, dès le début de la guerre, qui continue pour le peuple depuis 54 jours, il y avait déjà tué, à cause des bombardements, beaucoup d'habitants de Mariupol. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y avait 21 000 habitants qui sont morts. Il s'agit, je confirme, des personnes civiles, des habitants civils qui étaient tués à cause des bombardements et des combats qui sont déroulés en ville. Et la Russie cache les traces de ces meurtres, parce qu'il y a une semaine, il y a 15 jours, il y avait partout des morts, des cadavres.
qui restaient dans la rue. Et donc, il y avait beaucoup, justement, d'enterrements dans les cours d'immeubles, dans les parcs. Et la Russie a complètement fermé la ville. Et ce qu'il fait, il essaye de récupérer les cadavres. Et même, il essaye de récupérer les cadavres qui étaient déjà enterrés dans le centre-ville et on les cache. Donc, on a entendu parler qu'il y a des crématoriums mobiles. On essaye de prouver cette information et on a aussi vu deux confirmations que la Russie, justement, il fait dans deux endroits, ils ont fait deux charniers, deux fosses communes. On a trouvé deux endroits, deux villes. Donc, une qui se trouve à peu près à 15 km à l'ouest de Mariupol, c'est ce village Mangouche. Là-bas, on a trouvé des enterrements frais. Et parce qu'il y a 2 semaines, il n'est pas encore cette tombe. C'est une fosse commune, c'est un charnier. On pense qu'il y a 3000 personnes qui sont enterrées là-bas. Et aussi, il y a un autre endroit, c'est à l'est de Mariupol, à 5 km, ce village Vinogradne. Et nous considérons que là-bas aussi, pendant 2 dernières semaines, il y avait 1000 personnes qui étaient enterrées. Donc, c'est les crimes que la Russie a commis et qui essaye de cacher, mais c'est confirmé justement par des images satellites. Et c'est confirmé aussi par les agences internationales que ces enterrements n'ont pas été avant la guerre. Donc, il y avait 3000 personnes qui étaient enterrées. Donc la Russie essaie de cacher ces crimes. Sergueï Orlov, par ailleurs, on rappelle que vous êtes maire adjoint de Mariupol, mais que vous avez par ailleurs travaillé 12 ans dans l'usine Azovstal. C'est là que sont aujourd'hui massés 2000 soldats, visiblement soldats ukrainiens, avec de nombreux civils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce site industriel, de cette usine? Comment elle est constituée et comment vont tenir ces militaires et ces civils qui s'y sont réfugiés? Je ne veux pas commenter l'information concernant les militaires parce que je suis représentant de l'administration civile. Je sais que les militaires de l'armée ukrainienne, ils défendent le sud de notre ville et c'est le territoire de l'usine Azovstal et le territoire qui se trouve à côté de Azovstal. Ils se trouvent en situation difficile parce que depuis 52 jours, ils sont encerclés, ils sont bombardés tout le temps et c'est le mensonge total que la Russie a arrêté de les attaquer. Ils continuent à bombarder avec tir d'artillerie, continuent à bombarder Azovstal. Concernant Azovstal en tant que tel, effectivement, c'est un grand complexe industriel, métallurgique, qui faisait entre 7 millions de tonnes d'acier dans ses meilleures années. Donc, il y a toute la production métallurgique qu'on a exportée. Il occupe un territoire, c'est 11 km², c'est un vaste territoire. Et effectivement, sous ce combinat, il y a beaucoup de tunnels, il y a une galerie de tunnels, beaucoup de communications souterraines. Et aussi, sur le territoire de l'usine, il y a aussi un abri qui était fait encore à l'époque soviétique, donc où la population civile est cache. À ce que je sache, il y a entre 600 et 800 civils qui se cachent dans cet abri anti-aérien. Et donc, cet abri, il se trouve à côté, le plus près des immeubles de la sortie. Donc, ce qui se cache là-bas, c'est les habitants locaux ou les gens ou les familles des habitants qui ont vécu à côté. C'est très, très difficile aussi parce qu'ils se cachent dans ce bunker. Ils ne peuvent pas sortir. Et en ce moment, la Russie utilise des bombes très lourdes à 3 tonnes, donc qui détruisent les civils, même ceux qui se trouvent dans ces abris. Donc la Russie continue à faire des crimes contre la population civile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sergueï Orlov, maire adjoint de Mariupol, en direct sur BFM TV. On a appris par ailleurs que la France allait désormais livrer des armes offensives à l'Ukraine. Elle se contentait jusqu'à maintenant d'armes défensives. On va y revenir dans un instant avec Patrick Martin-Genier. Mais d'abord, on va écouter le président Zelensky qui se félicite de cette aide des Occidentaux. Écoutez. Je suis reconnaissant envers tous nos partenaires qui nous ont finalement entendus en nous livrant ce que nous avions demandé. Nous savons qu'avec ces armes, nous serons capables de sauver la vie de milliers de personnes et nous serons capables de montrer aux occupants que nous allons bientôt les repousser d'Ukraine.
Patrick Martin-Genier, la France est donc engagée à livrer désormais des armes offensives. C'était des armes défensives jusque-là. Et précise un petit peu aussi le modèle d'armes qui vont être livrées. Avant, c'était quand même plutôt secret. De quoi s'agit-il exactement ? Des armes offensives, ce sont des bombes anti-chars, ce sont des bombes anti-aériennes. En fait, la distinction est un peu hypocrite parce que lorsqu'on parle d'armes, des armes pour se défendre, ça veut dire quoi? C'est d'abord des armes pour attaquer. Et donc, ce sont des armes létales. Ce qui veut dire que ce sont des armes plus offensives destinées à tuer et à éliminer l'ennemi. Voilà, c'est bien cela dont il s'agit. D'autres pays ont décidé d'envoyer des chars également. Et donc, c'est ce genre d'armement dont l'Ukraine a besoin. Car aujourd'hui, vous savez, on parle des négociations de paix. Mais avant tout, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères, il nous faut des armes et des armes. D'autant que les Russes ont annoncé qu'ils souhaitaient occuper de façon permanente tout l'est de l'Ukraine, le Donbass et Donetsk et Mariupol. Donc ces armes, ce sont des armes lourdes. Je ne suis pas spécialiste d'affaires militaires, mais manifestement, ce sont des armes plus importantes, plus lourdes, qui vont permettre de détruire des chars et éventuellement donc des défenses anti-aériennes permettant de détruire à la fois des avions et des hélicoptères. Des missiles Milan et des canons César donc envoyés par la France. Les États-Unis vont aussi livrer une nouvelle fournée d'armement militaire pour 800 millions de dollars. Est-ce que, selon vous, toutes ces armes fournies par les Occidentaux peuvent être décisives dans cette guerre? Ah oui, je crois qu'elles peuvent être décisives à condition qu'elles parviennent à leur objectif sur les lieux de la guerre. Car comme vous l'avez vu, les Russes ont dit qu'ils détruiraient toutes sortes d'approvisionnements en armement, les stocks, les dépôts, les arrivées. Donc si ces armes arrivent par des convois, s'ils arrivent par les trains, ils peuvent être l'objet de cibles de la part des Russes. Donc effectivement, c'est déterminant aujourd'hui pour la résistance. Il faut continuer à pouvoir résister, éviter que les Russes puissent avancer, non seulement dans l'Est, mais ailleurs. Car encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif très clairement affiché, c'est de faire un pont avec un couloir avec la Crimée, le cas échéant, avec le port d'Odessa. Donc il faut absolument être en situation de détruire tous les armements russes, comme cela a été fait pour le bateau militaire russe qui a été coulé. Il faut continuer et ça, si on ne le fait pas, effectivement, à court terme, Mariupol va tomber. Patrick Martin-Genier, restez avec nous. On va parler dans quelques instants également de cette autre actualité liée toujours à la Russie, la société Wagner, puisque au Mali, les militaires français ont filmé ce qu'ils affirment être des mercenaires russes de cette société privée Wagner en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi, dans le nord du Mali. Vous le voyez, des membres de ce commando qui auraient créé un charnier dans le but d'accuser les Français d'en être responsables. Marine Scherer. Ces images ont été tournées au Mali ce jeudi par des drones de l'armée française équipés de caméras. On y voit des individus recouvrir des cadavres de sable. Un charnier créé dans le but d'accuser la France d'exaction, selon l'état-major. Ce mardi, dans le cadre du désengagement de la force Barkhane, l'armée française transfère le contrôle de la base de Gossi aux forces armées maliennes. 48 heures plus tard, un individu qui se présente comme un ancien militaire et patriote malien poste cette photo, puis cette vidéo d'un charnier, accompagné de la légende suivante. C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi. Ce sont des extraits d'une vidéo qui a été prise après leur départ. On ne peut pas garder le silence sur ça. Au moment où cette vidéo est tournée au sol, les forces armées françaises enregistrent ces images depuis les airs. Selon l'état-major, ces individus en tenue de soldats sont des mercenaires de la milice Wagner, un groupe militaire privé russe déployé au Mali. L'état-major toujours parle d'une opération de désinformation pour entacher l'image de la force Barkhane, une hypothèse crédible pour ce spécialiste. Stratégiquement, c'est absolument logique. Puisque c'est dans leur répertoire d'actions connues et que, par ailleurs, les armées occidentales s'intéressent depuis longtemps à la doctrine russe dite de guerre dans l'espace informationnel. Hier soir, l'armée malienne a indiqué avoir découvert des dépouilles près de l'ancienne base française de Gossi et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Patrick Martin-Genier, est-ce que selon vous, il y a directement une volonté russe de déstabiliser la France à travers ce qu'on a vu, ce qui se passe au Mali?
Oui, je crois qu'il ne faut pas effectivement donc l'exclure dans la mesure où on voit bien que les Russes sont accusés de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et donc c'est une technique russe que de contrecarrer effectivement en disant regardez, les Américains s'étaient rendus eux-mêmes coupables de crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie ou en Irak, et les Français qui donnent des leçons, eh bien eux-mêmes à l'occasion de l'engagement de la force Barkhane ont commis des crimes de guerre. Et ça c'est un montage. Donc je pense qu'il y a une tentative. Le groupe Wagner, vous savez, Vladimir Poutine avait dit « Ah mais c'est eux, c'est pas moi hein. ». En réalité, on voit bien pour qu'ils agissent, d'autant plus qu'ils sont présents en Ukraine. Donc ils obéissent effectivement au Kremlin, et donc il ne faut pas exclure une opération de manipulation, de déstabilisation de la France au moment où celle-ci s'en va. La France a lutté contre le terrorisme islamiste là-bas. Hein. Elle n'a pas fait de crimes de guerre jusqu'à preuve du contraire. Donc le fait qu'on rassemble des cadavres ne veut rien dire du tout. Effectivement, ça peut être un acte de propagande destiné à déstabiliser non seulement la France, mais l'Europe et l'Occident par rapport à l'engagement en Ukraine. Et la France peut-elle demander désormais des explications à la Russie sur ce qui s'est passé au Mali ? Oui, enfin, la Russie va dire que le groupe Wagner est indépendant, mais évidemment qu'on peut demander des explications, on peut avoir une enquête qui peut être faite sur place, car vous savez, il y a des images de satellites qui sont extrêmement précises. Autant le charnier à Mariupol est établi, on a vu que des fosses avaient été creusées de 30 mètres de large, de 300 mètres de long, et que des cadavres y ont été mis, autant là, nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit, car manifestement, il y a eu des morts durant cette guerre contre les forces islamistes, et il est facile d'aller déterrer des cadavres pour le remettre ailleurs en groupe et montrer que cela a été fait par les Français. Des explications, oui, pourront être demandées et une enquête devra être, en tout cas, faite, diligentée pour au moins laver l'honneur de la France. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier. Vous restez avec nous, on va vous retrouver dans le journal de 15h30. J-1 avant le second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous sommes en pleine période de réserve pour laisser aux électeurs le temps de la réflexion. 48,7 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Image, regardez, des Français de l'étranger, notamment du côté de Buenos Aires en Argentine, on a vu, et à Montréal, où donc ces Français ont pu déjà voter. Et dans l'Hexagone, dernier préparatif dans les bureaux de vote. Benoît Ruiz, vous êtes dans le sud, à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Comment se prépare-t-on là-bas dans ces bureaux de vote? Où vous vous trouvez? Ah, ça va très vite. Hein. On a croisé les équipes de la mairie. Ils sont 4 ou 5. Ils ont une demi-heure, 3/4 d'heure pour chaque bureau à installer. On est arrivé sur les dernières minutes. Ils ont installé ce bureau donc en l'espace de quelques minutes. Et ils en ont 3 encore à installer parce que ils sont dans des lieux de vie, ces bureaux de vote comme la médiathèque. Et on attend évidemment que le public quitte le lieu pour installer le bureau. Ici, dans la maison des seniors, avec la petite bibliothèque, une fois que les personnes âgées ont fini de manger, on a transformé le lieu en bureau de vote. Tout est prêt, plexiglas, tout est parfait, nickel. Mais il manque quelque chose. Sur cette table, Corinne, qu'est-ce qu'il manque? Oui, bonjour, il manque la machine à voter. Pourquoi? Parce que les machines ont été configurées, programmées et mises sous scellé en présence d'un huissier de justice et elles seront à disposition que demain matin. Voilà, le service logistique fait la tournée de tous les bureaux de vote et apporte les machines à voter. Donc les machines à voter, à partir de 6h du matin, vont être installées dans toute la ville. Voilà, on a plusieurs personnes Et c'est vraiment important, d'attendre le dernier moment parce qu'il faut sécuriser le vote. Elles ont une importance capitale, ces machines. Il ne faut pas qu'il y ait de ratés. Il peut pas avoir de raté. Hein. C'est en fin de compte, on va juste mettre notre choix dans la machine. Hein. On va dire entre guillemets, ça va être ça. Mais les machines sont sécurisées en attendant. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de procurations pour le second tour? Oui, il y a environ 700 procurations. Et au premier tour, il y en avait? Environ 500. D'accord, donc c'est une augmentation notable. Oui, tout à fait. Là, en plus, on est dans une période de vacances scolaires. Et en plus, c'est les élections présidentielles. Ça apporte beaucoup de monde. Merci beaucoup, Corinne. Donc, ici à Mougins, 14 400 électeurs sont appelés aux urnes. Au premier tour, 27% d'entre eux ne se sont pas déplacés. Alors, on espère évidemment qu'il y en aura plus lors de ce second tour. En tout cas, peut-être que la pluie qui va tomber tout le week-end va motiver les habitants des Alpes-Maritimes à venir voter, notamment ici à Mougins.
Et oui, il y a de la pluie, même dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup, Benoît Ruiz à Mougins, donc pour BFM TV, avec Olivier Gouy. Ce second tour qui tombe alors que les 3 zones sont en vacances. Certains ont choisi de faire une procuration. Et il y a du monde dans les files d'attente des gendarmeries, des commissariats ou des consulats où vous pouvez faire valider cette demande. Image ici à Paris. Vous avez aussi la possibilité de le faire en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Officiellement, il est possible de faire une procuration jusqu'à la veille du scrutin. Ce rendez-vous à ne pas manquer, notre journée spéciale élection présidentielle, c'est demain, toute la journée sur BFM TV, à suivre dès 6h du matin. La France vote. Puis soirée spéciale à partir de 18h avec Apolline de Malherbe et Maxime Switek. L'annonce des résultats, c'est à 20h. Et la suite de notre soirée spéciale avec tous nos invités, nos éditorialistes politiques. Quant à nous, nous nous retrouverons de 1h à 3h du matin. Exactement. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de la guerre en Ukraine avec cette information du jour. Un convoi humanitaire devait avoir lieu aujourd'hui au départ de Mariupol. Il est finalement annulé. C'est ce qu'ont annoncé les Russes. Confirmation faite il y a quelques instants par le maire adjoint de Mariupol. On va y revenir dans quelques instants. À tout de suite. Demain, 20h. Quel président pour la France? 2 projets politiques, 2 visions. BFM TV et RMC se mobilisent pour cette journée décisive. Priorité au direct. Nos reporters sur le terrain, avec les Français qui votent. Et à 20h, avec notre partenaire Elab. C'est l'heure de découvrir le visage du chef de l'État. Les réactions, les analyses. Demain, le jour du choix. À voter. Toute la journée, en direct sur BFM TV. Antoine bricoleur? Ah non. Si. Ben non. Enfin, là, pour le coup, j'étais pas tout seul. Mais c'est quoi qui m'a dit? Oui, bon, bah ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Bon, c'est surtout à toi que ça arrive, non? Matmut, ma valeur sûre. Il y a 2 choses que Charlie ne comprend pas actuellement. Les paroles de sa chanson préférée et ce que lui apporte le filet d'huile de colza ou de tournesol qu'il ajoute à son plat. Les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais c'est bon pour nous. À chaque huile, ses oméga. Rendez-vous sur huileetomega.eu. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Nouvelle Citroën C5X, hybride rechargeable. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr. Antoine Dupont, il est comme notre colle Sikaflex. Compact, petit, rapide, puissant, extrêmement efficace sur toutes les surfaces et toujours présent quand on a besoin de lui. Puissance Sikaflex. 1 million. Les 10 millions. Découvrez le nouveau 1 million Elixir. Et les 10 millions Fabulous. Parfum de Paco Rabanne. Il y a 2 choses que Charlie ne comprend pas actuellement. Les paroles de sa chanson préférée et ce que lui apporte le filet d'huile de colza ou de tournesol qu'il ajoute à son plat. Les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais c'est bon pour nous. À chaque huile, ses oméga. Rendez-vous sur huileetomega.eu. Monsieur Martin a trouvé la voiture de ses rêves. Une affaire en or. Oui, mais voilà. Madame Martin lui rappelle qu'il faut d'abord réussir à vendre vite leur ancienne voiture. Facile, lui dit Monsieur Martin. Sur mavoiturecash.fr, l'estimation en ligne est gratuite et un professionnel rachète immédiatement notre véhicule. Trop fort, se dit Madame Martin. Mavoiturecash.fr, estimez, vendez, profitez. Et si on vous disait
qu'une gélule pouvait vous aider à favoriser votre perte de poids, réduire votre appétit, favoriser la combustion de vos graisses. Et si on vous disait que cette gélule possède au total 12 actions et que nous l'avons créée pour vous? Pour découvrir ces 12 actions, rendez-vous en pharmacie ou sur anaca3.com. Et découvrez la gamme Anaca 3 Plus sur anaca3.com. La météo avec les déménageurs bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-breton.fr. C'est reparti pour un tour avec une ambiance électrique ce dimanche pour aller voter en liaison avec une dépression en altitude qui va traverser quasiment tout le pays dans la nuit. Alors c'est elle qui fait remonter cette forte instabilité depuis la Méditerranée qui a déjà gagné une bonne partie du pays avec des averses orageuses quasi généralisées. On va les retrouver ce dimanche en matinée sur les 2 tiers sud jusqu'au bord de Loire et même jusqu'en Bretagne et jusqu'au grand est du pays. Des pluies un peu plus régulières en montant du Languedoc jusqu'au Limousin. Le temps sera plus sec au nord de la Seine. Dans l'après-midi, ça devrait se dégager progressivement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, près des côtes, en Méditerranée. On va retrouver quelques éclaircies, on aura un peu moins de vent pour cette journée. Et surtout, on va retrouver de bons moments de soleil en allant en direction des Hauts-de-France, du bassin parisien et jusqu'à la Normandie dans l'après-midi. En revanche, une nouvelle salve orageuse va se déclencher de la Bretagne jusqu'au Massif central, puis en direction de la Bourgogne-Franche-Comté et en Champagne en soirée. Les températures vont légèrement baisser le matin. Elle reste un assez bon niveau tout de même. Comptez un minimum de 4 degrés pour Aurillac, 12 degrés à Paris ou alors du côté d'Ajaccio. Dans l'après-midi, on sera très légèrement en dessous des moyennes. Disons qu'on aura un peu de mal à dépasser les 20 degrés cette fois-ci. 20 degrés tout juste du côté de Perpignan. Vous aurez 19 à Paris. Il fera 17 à Bordeaux, un minimum de 12 degrés du côté d'Aurillac ou encore à Dijon pour ce dimanche. C'était la météo avec les déménageurs bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-breton.fr. 15h30, merci à vous de nous rejoindre sur BFM TV à la une de l'actualité. Ce nouvel échec d'une tentative d'évacuation de civils de Mariupol au sud-est de l'Ukraine. Confirmation du maire adjoint de la ville il y a un instant sur notre antenne. Une nouvelle fois, les Russes n'ont pas autorisé ce couloir humanitaire et déplaceraient de force les habitants vers la Russie. Le détail dans ce journal. En ce 59e jour de combat en Ukraine, l'armée russe annonce intensifier son offensive sur l'Est mais aussi sur le Sud. Objectif, relier le Donbass, la Crimée et la Transnistrie à la frontière avec la Moldavie. Que présage ce changement de tactique russe? On va en parler dans un instant avec nos invités. Près de 49 millions de Français vont élire demain leur prochain chef de l'État entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans l'Hexagone, les bureaux de vote se préparent. Les électeurs d'outre-mer, mais aussi les expatriés du continent américain ont eux déjà commencé à voter. Et cette information, donc en ce 59e jour de guerre en Ukraine, la Russie a de nouveau refusé d'ouvrir un couloir pour évacuer des civils de la ville de Mariupol, ville martyre du sud-est de l'Ukraine, pour en évacuer des habitants. Écoutez le maire adjoint de la ville. L'évacuation ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Il est impossible aujourd'hui. Et les contacts que nous avons avec la Russie, avec la partie russe, on ne peut plus les recontacter, mais nous voulons vous confirmer en même temps, les Russes, ils continuent à déporter nos habitants vers la Russie et le territoire autoproclamé. Donc ils n'autorisent pas l'évacuation pour passer au territoire contrôlé sous l'Union ukrainienne, mais en même temps, ils continuent à déporter les Ukrainiens vers la Russie. Voilà, donc le maire adjoint de Mariupol qui était avec nous il y a quelques instants en direct sur BFM TV. Nous accueillons sur ce plateau Emmanuel Dupuy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, spécialiste des questions sécurité, défense et armement. Comment est-ce que vous analysez ce nouvel échec d'opération humanitaire depuis Mariupol, donc opération qui a été refusée par les Russes? Écoutez, c'est une répétition, puisque ça fait déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'on évoque une dizaine de corridors humanitaires qui devaient s'ouvrir et qui finalement ne l'ont pas été. La vice-première ministre Irina Verchuk ne cesse de le dire. La Russie propose d'avancer en direction des corridors humanitaires et finalement, ce sont des populations qui sont livrées à elles-mêmes, qui réussissent quand même à sortir de Mariupol. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a déjà une vingtaine de milliers de personnes qui ont pu sortir de la ville. Mais qui par leurs propres moyens. Par leurs propres moyens, absolument. Non pas par des corridors humanitaires, mais par des bus ou en utilisant des voitures personnelles. Par contre, ce dont il est question, c'est l'annulation des corridors humanitaires sous l'égide du CICR, chose qui avait été négociée déjà depuis pratiquement un mois à Istanbul, mais que, in fine, la Russie n'a jamais permis. Par contre, ce que dit le maire
de Mariupol est autre. Le maire adjoint. Le maire adjoint, pardon. Il dit qu'il n'y a non seulement pas de corridor militaire, mais qu'il y a finalement une obligation de transhumance forcée vers la République séparatiste de Donetsk, où on parle de déjà 40 000 habitants de Mariupol, qui depuis maintenant 2 mois auront été invités, et c'est un euphémisme, à aller en territoire sous contrôle russe. Restez avec nous, on va voir ce qui se passe justement après 2 mois maintenant de guerre en Ukraine, avec cette nouvelle tactique, ces changements de tactique de l'armée russe qui annonce concentrer son offensive non seulement, on le sait, sur le Donbass à l'est, mais aussi désormais sur le sud de l'Ukraine. Mais Vladimir Poutine a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions expansionnistes? Clément Gauvin, Salima Zegaï avec Léonie Houtier. Le bruit des explosions résonne désormais en continu. À Sieverodonetsk, les tirs de missiles russes se sont intensifiés ces derniers jours, réduisant cette ville industrielle à des rues désormais fantômes. Car la région du Donbass et le sud de l'Ukraine sont devenus officiellement l'objectif principal des troupes russes. Notre objectif est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Cela permettra de peser sur des infrastructures vitales de l'économie ukrainienne. Cette offensive aurait débuté donc en début de semaine, donc depuis 5 jours. Visiblement, les Russes n'avancent pas aussi vite qu'ils le souhaitaient. Alors la question qui se pose est de savoir s'ils ont engagé la totalité de leurs forces ou s'ils ont encore un échelon qui pourrait arriver donc dans les jours à venir. En tout état de cause, ce sont des combats de très haute intensité. Pour cette offensive, le régime de Moscou pourrait redéployer la majorité de ses troupes sur cette nouvelle ligne de front, aidés par des séparatistes pro-russes et des soldats tchétchènes jusqu'ici concentrés sur la prise de Mariupol, avec un modèle d'attaque plus conventionnel, basé sur l'artillerie. Les Russes ont un mode de fonctionnement qui est extrêmement massif. Donc en fait, l'artillerie est globalement en premier échelon. Et donc il y a un feu d'artillerie, un feu d'obus qui va tomber sur les objectifs. Et après, vous avez les blindés et l'infanterie qui arrivent derrière. De son côté, l'armée ukrainienne pourra s'appuyer sur de nouvelles livraisons d'armes par les pays occidentaux, dont la France, pour résister aux forces russes dans une région en proie au combat depuis 2015. On est quand même sur une des lignes fortifiée ukrainienne qui est là depuis 2015 et qui est certainement une des lignes fortifiées les plus solides au monde après celle de la zone démilitarisée en Corée. Et donc ça va être très compliqué. Selon le ministère de la Défense britannique, l'armée russe n'a pas réussi à progresser dans la région durant les 24 dernières heures à cause de la résistance ukrainienne. Patrick Martin-Genier, l'armée russe a-t-elle les moyens de mener une offensive à la fois donc à l'est, sur le Donbass, et également dans le sud? Non, je ne crois pas. Tous les spécialistes le disent. Autant, effectivement, ils veulent mettre le paquet sur le Donbass. Et encore, ne contrôlent-ils pas tout le Donbass? Il faut contrôler tout le Donbass. Et Mariupol. Et Mariupol n'est à ce jour pas encore tombé, même si le président Zelensky dit qu'il faut également renforcer la défense. Aller vers le sud, c'est-à-dire ils veulent créer un pont, en fait, pour aller jusqu'en Crimée et au-delà de la Crimée, aller jusqu'à Odessa. Et d'ailleurs, on apprend qu'un missile a frappé le port d'Odessa, une infrastructure du port d'Odessa. Mais un missile par-ci par-là, c'est toujours dramatique, mais ça ne permet pas de contrôler ce couloir. Et un haut gradé de la hiérarchie militaire russe a dit hier que leur objectif, c'était bien en effet de créer ce qu'ils appellent un corridor, c'est un couloir militaire qui aille effectivement du Donbass, Mariupol, jusqu'à Odessa, pour aller vers la Géorgie et la Transnistrie, car le président ukrainien alerte le monde encore une fois que l'objectif de Vladimir Poutine, c'est encore d'aller plus loin. Mais manifestement, ils n'en ont pas les moyens. Le problème aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est d'engranger une victoire ou de faire croire qu'il a engrangé une victoire, car comme vous savez, nous approchons du 9 mai, qui est la date de la victoire sur l'Allemagne nazie. Il veut absolument montrer qu'il a gagné quelque chose, et aujourd'hui c'est extrêmement difficile. Donc effectivement, il n'a pas les moyens d'aller plus loin. Il faut consolider son attaque sur l'est de l'Ukraine. Emmanuel Dupuis, à défaut donc de remporter véritablement des victoires sur le terrain, les Russes annoncent donc étendre leur offensive sur le territoire ukrainien vers l'ouest. Donc la Transnistrie, c'est juste à côté de la Moldavie. Est-ce que les Moldaves ont quelque chose à craindre? Oui, mais les Moldaves ont quelque chose à craindre depuis 1992, depuis que les troupes russes sont en Transnistrie. C'est une république qui ressemble beaucoup, une république séparatiste qui ressemble énormément aux deux républiques séparatistes du Donbass et de Lugansk. Évidemment, je rejoins mon collègue quand il évoque le fait qu'il y a cette extension vers l'ouest, vers Odessa,
Mais l'idée, c'est vraiment de faire une jonction entre toutes les zones halogènes, c'est-à-dire des zones où vous trouvez des populations russophones. C'est ça l'objectif. La Transnistrie, la Crimée, le Donbass. De la Transnistrie vers la Crimée et au-delà, parce que l'ex-défort, depuis maintenant 2 mois, enfin nous rentrons dans le 3e mois, c'est de consolider la zone au-delà de la Crimée. Et justement, ce corridor dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pour l'instant qu'un verrou, c'est Mariupol. Donc si Mariupol tombe, évidemment, il y aura une connexion directe, russification de la mer d'Azov, russification de la quasi-totalité de la côte de la mer Noire, et vraisemblablement, si Odessa est un objectif, priver l'Ukraine de débouchés maritimes, ce qui est déterminant quand on sait que c'est par les ports d'Odessa et de Mariupol que transhumait l'industrie sidérurgique et l'industrie agricole. Donc s'il n'y a plus de ports, l'Ukraine n'existe plus, ou l'Ukraine devient un pays sans capacité d'exportation, ou du moins dépendant. La Transnistrie qui est aussi une région très industrielle. Alors la Transnistrie est moins une région industrielle, c'est vraiment une région sous contrôle russe. Par contre, ce qui est important, c'est que qui contrôle Odessa contrôle le débouché du Danube. Et donc d'une certaine façon, vous avez aussi là un autre objectif de la Russie, d'être justement en concurrence, voire de mettre la pression sur les pays de l'Union européenne qui sont riverains de la mer Noire. Bien évidemment, on le voit avec cette carte, la Roumanie et la Bulgarie qui craignent vraiment cette extension à l'ouest. Mais le président Poutine, comme a dit Patrick, veut le 9 mai annoncer une victoire. Est-ce que cette victoire sera un Donbass totalement conquis? Ça paraît très difficile, vu le rapport de force. Pour rappel, l'offensive terrestre n'a pas encore commencé, et bien évidemment consolider cette bande qui permet de viabiliser, si j'ose dire, la Crimée, qui est déjà sous conquête russe depuis 2014. Merci messieurs, vous restez avec nous. Quelle est la situation dans le nord de l'Ukraine à présent, 3 semaines environ après le départ des troupes russes de la périphérie de Kiev? Angie Loata, vous êtes notre envoyé spécial à Brovary, à une 40aine de kilomètres à l'est de la capitale. À quoi ressemble la ville et les environs 2 mois après le début de la guerre, Angie? Des villes et des villages totalement dévastés. Nous l'avons constaté avec Caroline Bertolino dans le village de Velika Dimerka. C'est une ville d'environ 10 000 habitants où effectivement toutes les maisons ont été soufflées, prises pour cible également, et chaque fois dans les yeux, dans la bouche des habitants, cette même question: pourquoi est-ce que l'armée russe s'est acharnée sur la rue dans laquelle nous nous sommes rendus tout à l'heure, une rue où habite Antonina. C'est une femme que nous avons rencontrée tout à l'heure. Elle nous a expliqué à quoi ressemblait la vie sous l'occupation des Russes. Écoutez-la, nous l'avons rencontrée avec Caroline Bertolino. Nous nous trouvions dans la rue voisine, il y avait un abri assez solide. Mais si nous étions restés ici, nous ne serions plus de ce monde. Nous sommes restés au sous-sol. On va continuer de croire que Dieu nous préserve. C'était dur, c'était horrible. Cela fait peur, on ne comprend pas pourquoi les gens et surtout les enfants doivent mourir. C'est absurde et incompréhensible au XXIe siècle. Et ici, alors que nous sommes en train de retourner dans la ville de Kiev, regardez cette station essence également prise pour cible, complètement soufflée. Et puis les marques des combats intenses entre la ville de Brovary et la ville de Kiev, avec cette tourelle totalement retournée, ce char russe que nous voyons également sur la droite. Évidemment, il y a cette angoisse dans la bouche des habitants, de la part des habitants, angoisse que les Russes reviennent sur ce terrain pour prendre Kiev, malgré les annonces qui ont été faites et la volonté de concentrer les forces russes dans les régions de l'Est, du Donbass et également du Sud, près de la mer d'Azov. Il y a toujours cette angoisse et de nombreux checkpoints à destination de la ville de Kiev. Merci Angie Loata du côté de Brovary avec Caroline Bertolino pour BFM TV. J-1 avant le second tour de la présidentielle en France. La campagne s'est officiellement terminée hier à minuit. Nous sommes à présent en période de réserve. Le temps pour les près de 49 millions d'électeurs français de choisir pour qu'ils voteront demain ou de donner leur dernière procuration. Le temps aussi pour les bureaux de vote de se préparer, comme vous le voyez ici sur ces images à Lille, à accueillir les électeurs. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de la guerre en Ukraine avec cette information principale. Ce samedi, l'évacuation de Mariupol ne peut pas avoir lieu. C'est ce que nous annonçait tout à l'heure en direct le maire adjoint de la ville, puisque les Russes ont refusé cette évacuation humanitaire. On va y revenir dans quelques instants. À tout de suite.
Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Vous avez vu cette maison à Britel? Look at me. Détends-toi, fiston. Here I am, right where I belong. It's all I've been looking for and so much more. And now I'm here, now you're here. Nothing can go wrong 'cause I am right where I belong. On y va pour la visite? Ça va toi? Maurice, poissonnier de père en fils. Ravi. Marco. Enchanté. Très sympa. Oh, salut Agathe. bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. La meilleure ostéo. Ça va la famille? Ça va. Et la petite, ça va? Bien. Ton chat, ça va? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21. Mais oh, pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas... Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Energy, c'est simple. Une électricité moins chère et un rendez-vous personnalisé avec l'un de nos experts pour optimiser votre consommation. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Avec Everly, sélectionnez votre supermarché préféré et vos produits. Votre shopper vous livrera vos courses même dans la journée. La livraison est offerte. Everly, on adore faire vos courses. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui suis artisan, je cours toute la journée. Alors je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Mon conseiller pro? Toujours là pour moi. Je préfère la MAF. Mon bien immobilier, pour le financer, j'ai mon banquier. Pour le louer, j'ai les plateformes dédiées. Et pour optimiser mes impôts, j'ai TCAP. Sur tcap.tech, je déclare mes revenus locatifs et je peux simuler ma réduction d'impôts. Automatique, super pratique, TCAP, la solution futée pour déclarer mes revenus locatifs meublés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tcap.tech. Power for All de Bosch, une seule batterie pour toute la maison. Tout visser, tout percer, nettoyer, aspirer, prendre soin du jardin, c'est royal pour le chien. Une batterie compatible avec plus de 100 outils pour tout faire dans la maison et le jardin. Bosch. En ce moment, jusqu'à 60 € remboursés sur la gamme Power for All de Bosch. Mesdames et messieurs, le guichet ferme ses portes. Merci de repartir. Yes! Yes! Avec l'appli FDJ, jouez à vos jeux favoris de n'importe où. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. Cheveux en mauvais état, il manque de force, et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. 15h46 sur BFM TV à la une de l'actualité, 59e jour de combat en Ukraine. L'armée russe annonce intensifier son offensive sur l'Est, mais aussi le sud de l'Ukraine. Objectif,
relier le Donbass, la Crimée, la Transnistrie à la frontière de la Moldavie. Que présage ce changement tactique russe? On en parle avec nos invités. J-1 avant le second tour de l'élection présidentielle. Près de 49 millions de Français qui vont choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans l'Hexagone, les bureaux de vote se préparent. Les électeurs d'outre-mer, mais aussi les expatriés du continent américain, ont eux déjà commencé à voter. Demain, cela fera tout juste 2 mois que la Russie a envahi l'Ukraine. Dans la violence, plus de 5,2 millions de réfugiés ukrainiens ont été recensés par l'ONU depuis le début de la guerre. La situation humanitaire se détériore de jour en jour dans le pays. Clémence Dibou, vous êtes notre envoyée spéciale à Dnipro. Des convois humanitaires sont attendus là-bas en provenance de Kherson, mais ils sont toujours bloqués sur la route. Oui, ça fait des jours que ça dure. En fait, hier, avec David Bouteiller, on était à Krikovic, une ville un peu plus à l'est, plus près de la ligne de front et donc plus près de Kherson. On nous a expliqué sur place que ça faisait une semaine qu'était négocié âprement ce convoi humanitaire qui devait pouvoir faire sortir des civils de 3 localités autour de Kherson pour pouvoir être extraits des zones contrôlées par les Russes. 10 bus ont été affrétés avec des conducteurs de bus. Ils sont partis, ils sont rendus sur place, mais là, le premier checkpoint de l'armée russe, les soldats ont tiré en l'air et ont demandé de rebrousser chemin, ce qui complique effectivement ces convois humanitaires. Il y a eu une tentative aussi encore ces derniers jours, ces dernières heures pour un nouveau convoi humanitaire depuis Mariupol cette fois-ci. Toujours rien de concret et c'est vrai qu'ici à Dnipro, grand centre humanitaire, arrière-base du pays et centre d'accueil pour beaucoup de réfugiés, on attend des nouvelles venues. On est dans l'expectative de ces convois humanitaires qui sont maintenant bloqué. Dnipro, comme tout le reste de l'Ukraine, qui s'apprête aussi ce soir à fêter la Pâque orthodoxe, une très grande fête importante ici. Or, les autorités de Dnipro avaient annoncé tout à l'heure que le couvre-feu était levé ce soir pour permettre aux habitants de se rendre dans les églises et de fêter cette fête. Or, la situation n'est plus claire depuis quelques instants parce que l'armée ukrainienne a annoncé que ces églises, ce soir, ces rassemblements pourraient être un objectif de l'armée russe et que donc il serait plus prudent de fêter cette fête religieuse ce soir pour les Ukrainiens à domicile. Merci beaucoup. Clémence Dibou à Dnipro pour BFM TV avec David Bouteiller. Au sud-est, à présent, en pleine zone de combat depuis des semaines, Mariupol est quasiment entièrement tombé aux mains des Russes. Une nouvelle tentative d'évacuation humanitaire a échoué aujourd'hui suite à un nouveau refus de l'armée russe. C'est ce que nous confiait il y a quelques minutes le maire adjoint de Mariupol. Près de 2000 soldats ukrainiens restent encore retranchés sur le site de l'usine industrielle d'Azovstal, aux côtés de centaines de civils qui tentent d'échapper au bombardement. Les militaires demandent à ce qu'ils puissent être évacués en toute sécurité. Kelly Lafin. Nous avons apporté de la nourriture pour les enfants. C'est une vidéo fournie par les soldats ukrainiens du régiment Azov. Ils disent l'avoir réalisée à l'intérieur de l'usine d'Azovstal. Ils se filment traversant un couloir sur lequel il est écrit « Enfant » en russe. Ils mènent à cette pièce visiblement transformée en dortoir. Comment vous allez les filles? Est-ce que vous avez terminé les paniers que vous fabriquiez? Nous avons joué au téléphone, mais nous voulons rentrer à la maison. Nous voulons voir le soleil. Regarde notre jeu. Bonjour. Maintenant que vous êtes là, je voudrais vous dire quelque chose. Nous voulons tous vraiment rentrer à la maison. Nous voulons rentrer vivants, voir nos parents. Je veux dire, nos proches. Il nous manque tellement. Des femmes sont également présentes. Certaines portent les vestes des ouvriers de l'usine. Depuis combien de jours êtes-vous ici? Plus de 50. Depuis le 27 février. Vous travaillez toutes les deux à Azovstal? Non, nous sommes les familles des ouvriers. Nous sommes venus ici car cela semblait être l'endroit le plus sûr quand notre maison a été incendiée et qu'elle est devenue inhabitable. Cette immense usine de métallurgie s'étend sur 11 km². Selon plusieurs sources, elle compte 20 km de couloirs creusés à 30 mètres de profondeur, ce qui explique la difficulté pour les forces russes d'en prendre le contrôle. Les soldats ukrainiens assurent que plusieurs centaines de femmes et d'enfants sont retranchés à l'intérieur de ces bunkers. Ils demandent une opération d'évacuation, alors que Vladimir Poutine vient de demander à son armée d'assiéger le site. Nous reviendrons sur l'actualité en Ukraine dans notre prochain journal. Tout de suite, la météo.
La météo avec les déménageurs bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-breton.fr. C'est reparti pour un tour avec une ambiance électrique ce dimanche pour aller voter en liaison avec une dépression en altitude qui va traverser quasiment tout le pays dans la nuit. Alors c'est elle qui fait remonter cette forte instabilité depuis la Méditerranée qui a déjà gagné une bonne partie du pays avec des averses orageuses quasi généralisées. On va les retrouver ce dimanche en matinée sur les 2 tiers sud jusqu'au bord de Loire et même jusqu'en Bretagne et jusqu'au grand est du pays. Des pluies un peu plus régulières en montant du Languedoc jusqu'au Limousin. Le temps sera plus sec au nord de la Seine. Dans l'après-midi, ça devrait se dégager progressivement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, près des côtes, en Méditerranée. On va retrouver quelques éclaircies, on aura un peu moins de vent pour cette journée. Et surtout, on va retrouver de bons moments de soleil en allant en direction des Hauts-de-France, du bassin parisien et jusqu'à la Normandie dans l'après-midi. En revanche, une nouvelle salve orageuse va se déclencher de la Bretagne jusqu'au Massif central, puis en direction de la Bourgogne-Franche-Comté et en Champagne en soirée. Les températures vont légèrement baisser le matin. Elle reste un assez bon niveau tout de même, comptez un minimum de 4 degrés pour Aurillac, 12 degrés à Paris ou alors du côté d'Ajaccio. Dans l'après-midi, on sera très légèrement en dessous des moyennes. Disons qu'on aura un peu de mal à dépasser les 20 degrés cette fois-ci. 20 degrés tout juste du côté de Perpignan, vous aurez 19 à Paris. Il fera 17 à Bordeaux, un minimum de 12 degrés du côté d'Aurillac ou encore à Dijon pour ce dimanche. C'était la météo avec les déménageurs bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-breton.fr. Début des vacances de printemps pour la zone C, Paris, Montpellier, Toulouse. On fait le point sur les conditions de circulation. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque en autoconsommation pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com. Et ce week-end, les 3 zones académiques sont en vacances en même temps. Et pourtant, bonne nouvelle, vous voyez, c'est vert aujourd'hui dans les 2 sens de circulation. Bison futé qui ne voit pas non plus de difficultés majeures. Demain, ce sera à peine orange uniquement dans le sens des départs.